Rebonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre et de l'excellence NEC Plus Ultra qui, cette semaine, se met aux couleurs du soleil. Voici le sommaire. Un étonnant village dans les Pouilles en Italie. En cuisine avec Pierre Hermé, le magicien pâtissier pour un tout citron. Et rencontre avec Oscar Graf, à 25 ans, il a déjà tout d'un grand antiquaire. Pour commencer, je vous emmène en Italie du Sud, dans les Pouilles exactement, à l'ombre d'oliviers centenaires. Nous sommes à Borgo Egnassia, un palace d'un nouveau style où l'authenticité et la qualité règnent en maître. Le temps semble s'être arrêté dans ce village de la côte adriatique. Derrière ces hauts murs blancs brille 5 étoiles, un palace construit dans le style traditionnel de cette région italienne. L'inspiration nous est venue de la région des Pouilles. Nous avons voulu faire quelque chose qui soit très lié au territoire, car c'est un peu la direction culturelle ambiante, et puis aussi parce que nous sommes d'ici. Ainsi est née l'idée de s'inspirer de nos fermes, des villages, de nos campagnes, de notre architecture. C'est un complexe touristique neuf, mais nous avons voulu donner la sensation qu'il a toujours été là. Cet hôtel est ouvert depuis seulement 3 ans et il est parfaitement intégré au paysage, comme si c'était un village qui a toujours existé. Pour plus d'authenticité, le palace a fait appel aux meilleurs artisans locaux, ambiance zen, pour un décor très épuré, dominé par le blanc et le beige. En ce qui concerne l'intérieur, nous avons cherché à rester dans la tradition des Pouilles, mais en y ajoutant une touche contemporaine, car c'est tout de même une structure neuve. Nous voulons qu'elle s'intègre, mais pas faire croire qu'elle existe depuis toujours. Et donc nous avons revisité certains éléments traditionnels au goût d'aujourd'hui, et ça fonctionne pas mal, parfaitement même. L'hôtel propose 155 chambres et suites, et 28 villas privées. 250 personnes sont au service du confort du voyageur. Dans certaines chambres, on a réutilisé certains objets, tels que les clés, les vieilles cuves, comme éléments de décoration, parfois positionnés à des endroits atypiques. Et dans d'autres cas, nous avons pris des éléments traditionnels pour les redessiner d'une façon plus classique. Chaque chambre a été décorée sur le modèle des anciennes maisons des Pouilles, le confort en plus. Comme pour la structure et l'expérience que nous offrons, la cuisine s'inspire du même concept. Le territoire des Pouilles, mais quelque peu révisité au goût de notre époque. Évidemment, nous utilisons des matières premières locales. Nous nous inspirons de la tradition culinaire des Pouilles, tout en cherchant à faire quelque chose de novateur par rapport à ce qu'on peut trouver sur le reste du territoire. La cuisine des Pouilles allie produits de la mer et du terroir. On dit même qu'elle serait la meilleure d'Italie. Oui, rien que ça. Dans les Pouilles, nous avons la chance d'avoir un territoire fantastique qui s'étend des montagnes jusqu'à la mer en passant par les plaines. Par conséquent, nos produits, quels qu'ils soient, sont meilleurs que dans n'importe quelle autre région d'Italie. Je crois que c'est la chose la plus importante ici, dans les Pouilles. Des plats savoureux à déguster dans l'un des 4 restaurants du palace. L'un ne fait même que des pizzas. Avec ses nombreuses vignes, la région est aussi réputée pour ses bonnes bouteilles. Le concept de notre spa est très novateur. Il nous plaît à dire que c'est un spa expérimental. Non seulement nous prêtons une forte attention au bien-être du corps, mais également à celui de l'esprit. Nous avons par exemple une équipe de psychologues qui travaillent avec nous. On soulage le corps tout en prenant en compte l'aspect psychosomatique. C'est une approche vraiment particulière. Authentique et raffiné, ce palace est dans l'air du temps.
Les gens en ont marre de l'opulence, même si effectivement nous ne sommes pas dans une période où règne l'opulence. Malgré tout, quand ils viennent dans les Pouilles, les personnes ne veulent pas y retrouver tout ce qu'elles ont chez elles. Lorsqu'elles viennent ici ou dans n'importe quel autre lieu de vacances, que ce soit pour l'architecture ou pour l'expérience, elles veulent vivre dans un endroit typique. Elles veulent vivre des choses uniques, des choses qu'elles ne peuvent pas faire ailleurs. C'est d'ailleurs notre revendication. Ce que vous essaierez, vivrez et verrez ici, vous ne pourrez le faire nulle part ailleurs. Épargnées par le tourisme de masse, les Pouilles sont la botte secrète de l'Italie. Selon moi, les Pouilles sont glamour parce qu'il y a un retour à l'authenticité. Les gens veulent vivre des expériences vraies. Les Pouilles sont très authentiques et même si le tourisme est en train de s'y développer, nous espérons qu'elles le resteront. C'est exactement ce que recherchent les personnes, la simplicité des anciennes traditions. Une adresse qui séduira les amateurs de luxe et d'authenticité, un séjour au calme pour repartir des Pouilles avec des rêves plein la tête. Qu'est-ce qui évoque le plus l'été que la couleur jaune et les citrons? Eh bien, vous allez voir ce qu'en fait le magicien des saveurs, le pâtissier Pierre Hermé. Miam miam. Le Picasso de la pâtisserie, c'est ainsi qu'un célèbre journal américain, Vogue, surnomme Pierre Hermé. L'artisan débute à 14 ans comme apprenti chez Gaston Lenôtre. À 25 ans seulement, il est nommé chef pâtissier chez Fauchon. Depuis, il a tout bon avec ses macarons. Première boutique ouverte en 2001. En 10 ans à peine, Pierre Hermé construit un empire sucré avec des magasins en France, en Angleterre, au Japon. Ses 450 collaborateurs travaillent avec lui pour nous régaler. Il nous entraîne en coulisses. Ici, c'est l'atelier de création. C'est un endroit privilégié. C'est un endroit qui me permet de travailler à la fois à la création des produits, à la mise au point. C'est un créateur de bon goût. À partir de ma connaissance technique et de ma connaissance du goût, je suis capable de me projeter, de projeter ce que j'ai en tête sous forme de recette. Alors je fais le dessin, c'est pour les proportions. Entre les différents éléments qui composent le gâteau ou le macaron. Ensuite, on fait un essai et on goûte. Et puis on échange avec les pâtissiers, on échange sur la technique. Et finalement, plusieurs mois après, le macaron apparaît en boutique. Voici une de ces nouveautés pour l'été. Vous allez goûter le macaron infiniment citron. Le citron, ça commence par le choix des citrons. On a des intensités de parfums différents, des intensités d'acidité différentes, suivant les variétés de citron. Quand c'est dans le macaron, c'est le parfum aussi, c'est plutôt le parfum du zeste de citron. L'acidité, on n'y touche pas, on presse des citrons. Pour la pâte, il faut du sucre glace, de la poudre d'amande et des blancs en neige. On va cuire le sucre. Après, on va faire monter nos blancs en même temps que le sucre. Et on va, quand le sucre atteint la température de 121 degrés, on va le verser sur les blancs d'œufs. On va laisser tourner notre meringue jusqu'à qu'elle atteigne une température de 50 degrés. Quand on peut toucher sans que ça nous brûle la main, ben c'est à peu près bon. Donc là, on a la moitié des blancs qu'on va utiliser pour faire notre meringue italienne. Et on a notre deuxième moitié de blanc pour mélanger à notre temps pour temps. Donc on a mis un peu de colorant pour avoir la couleur jaune du biscuit final. Les blancs ne sont pas sucrés, ils sont mélangés à la pâte après être un peu retombés. Voilà. Donc là, on peut voir que notre pâte est bien brillante. Et on va faire le test pour la texture. On va faire un trait au centre. Et on voit que la pâte à macaron se regroupe doucement. Donc là, on va pouvoir pocher notre biscuit. Les petits ronds sont réalisés à l'aide d'une poche avec une douille pour obtenir des formes régulières. Le geste est précis. On va taper notre plaque pour atteindre la taille définitive. Au four pour une dizaine de minutes environ. Pour faire la crème citron, on a utilisé
des œufs, du sucre, des zestes de citron, du jus de citron et du beurre. On a cuit notre sucre, nos zestes et nos œufs à 85 degrés. Et après, on a fait refroidir avec le beurre qu'on a mixé. On la laisse refroidir une nuit avant d'utiliser pour finir notre mélange pour les macarons. Pour finir notre crème, on a besoin de beurre de cacao, de poudre d'amande et de notre crème citron. Le beurre de cacao est fragile, il doit fondre à feu doux uniquement. On le mélange ensuite avec la crème de citron et on ajoute la poudre d'amande. On va mettre notre crème dans un petit bac. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur pour qu'elle refroidisse assez vite et qu'il n'y ait pas une partie qui reste liquide. Les macarons doivent refroidir avant d'être garnis. La crème au citron est délicatement déposée sur le biscuit à l'aide d'une poche à douille. Quand on va attendre 24 heures, on va avoir la ganache qui va réhumidifier l'intérieur du biscuit macaron. Et c'est pour ça qu'on va avoir une croûte qui est croustillante et le moelleux à l'intérieur. Un macaron au citron qu'on est pressé de déguster. La forme du macaron est plutôt sensuelle et le macaron se croque en une bouchée ou en 2 bouchées. C'est facile à manger. Dans une boîte, si on a différents parfums, on a plusieurs expériences de goût. Un délice d'été. Pour finir cette émission, une pépite, un très jeune antiquaire qui a tout pour lui, ce qui ne l'empêche pas de travailler d'arrache-pied. Il a le goût du bel objet, rare de préférence, mais pas seulement. Je vous présente Oscar Graf, fils de François-Joseph, le célèbre architecte décorateur. Le talent n'attend pas le nombre des années. Oscar Graf, 25 ans seulement, nous le prouve. En guise d'héritage, il a reçu l'amour de l'art et un goût pour les beaux objets. Ma spécialité toute simple, c'est l'histoire, sans forcément de l'histoire de l'art. J'adore tout ce qui est historique, c'est pour ça que même dans ce métier-là, la partie histoire va prendre une place prépondérante dans mes recherches, dans mes catalogues, dans mon discours. Parfois, j'oublie même de vendre la pièce. Les clients qui sortent, je leur ai expliqué la pièce pendant 1 heure et ils me disent « mais vous avez oublié de me la vendre ». Je dis « bon, c'est super embêtant ». Une passion qu'il a complétée par un diplôme en histoire de l'art. Là où je m'amuse dans mon métier, c'est pas mettre un objet dans la galerie et attendre que la personne passe pour me l'acheter, ni lui dire le prix, ni marchander. Ça m'ennuie profondément. Ce qui m'amuse vraiment, c'est de faire le travail que j'aurais fait si j'avais été historien, à savoir la bibliothèque, les recherches, les archives, les dessins, les photos quand il y en a. C'est presque par hasard qu'il se lance il y a 2 ans. À l'époque, j'étais fan de lampes anglaises d'un anglais qui s'appelle Benson. Et j'ai commencé à acheter ça tout le temps parce que c'était pas très cher, ça pouvait rentrer dans un sac. Les gens à la douane ne se posaient pas du tout la question parce que ça pouvait être une lampe pour ma grand-mère. Et donc je faisais des allers-retours à Londres comme ça pour m'amuser et je rapportais des petits bouts de lampes. Et ça a fini par faire une collection avec des appliques, avec des lustres. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit peu de mobilier. C'était une époque très intéressante. Mon père, évidemment, connaissait bien les objets, assez bien cette époque-là, bien les marchands, bien le milieu, bien la décoration. Ça s'est fait un peu tout seul, d'ailleurs. Je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas fait d'études pour ça. Sa spécialité, les arts décoratifs de la fin du 19e, début du 20e siècle, une période qui marque le début du design. C'est une paire de vases de George Hunchel, fait pour l'exposition universelle de 1900, pendant laquelle on lui avait demandé de réaliser un pavillon des arts décoratifs. À l'époque, on avait beaucoup besoin de souligner ce qui restait de bien en France. Et donc les arts décoratifs ont été beaucoup mis à l'honneur à cette époque-là. Et en particulier la céramique, domaine dans lequel nous restions vraiment les chefs de file en Europe. Et à la mort de Cariès en 1994, Hunchel, qui était son ami, rachète ses dessins, rachète ses fours, rachète ses idées et son style, et en continue, assez différent d'ailleurs, on peut remarquer les différences, mais c'est vraiment l'école de Cariès qui a été suivie par Hunchel, et lui a eu une énorme collection qui a été offerte au Petit Palais à sa mort dans les années 10. Et ces 2 gros vases sont parmi ses chefs-d'œuvre, si on peut dire, à tel point que le Metropolitan veut s'en emparer pour une exposition consacrée à Hunchel l'année prochaine. En septembre dernier, Oscar Graf a participé pour la première fois à la Biennale des Antiquaires. Voici sa première pièce. C'est une encoignure
donc un cabinet en encoignure. Émile Reber était le dessinateur à l'époque, même si Christophe, la maison Christophe, est plus connue puisque c'est elle qui a produit le meuble. Mais le meuble, avec son pendant, qui est aujourd'hui aux Arts décoratifs, ont été commandés pour la marquise de Paiva, pour son hôtel particulier sur les Champs-Élysées. Comme je dis souvent, certains objets sont moins beaux mais peuvent se rattraper par une histoire passionnante, d'autres ont une histoire inexistante mais se rattrapent par un esthétisme extraordinaire. Cet objet a l'avantage d'avoir les deux. Il est magnifique et il a une provenance superbe. C'est vraiment un chef-d'œuvre et je suis très content de l'avoir. Un meuble rare, il n'existe aujourd'hui plus qu'une seule paire. Pour ce jeune antiquaire, participer à la Biennale est une forme de reconnaissance de son travail. C'est extraordinaire d'y être. C'est le plus beau salon que j'ai fait pour l'instant. Mais maintenant, ce qui est dur, c'est d'y rester et de prouver aux gens qu'on mérite d'y rester. Donc je pense qu'avec ça, j'ai montré qu'ils avaient eu raison de me choisir ou qu'on pouvait me montrer des belles choses. Et comme les Français restent un petit peu chauvins, rien de mieux pour une presse française qu'un bon objet français fait pour un grand nom français dans une grande époque française. C'est en 2011 qu'Oscar Graf ouvre sa première galerie quai Voltaire. Depuis, il s'est installé rue de Seine, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, un lieu très prisé des collectionneurs. Il présente des meubles et une sélection de petits objets décoratifs. C'était un petit samovar pour préparer le brandy. Vous mettez le petit mélange dedans, vous allumiez la mèche avec un peu d'huile, et quand le mélange était fondu, on versait. Sa galerie, un cabinet de curiosités. C'était un artiste, un designer, un bronzier, tout ce que vous voulez. C'était un Autrichien. Toutes ces pièces datent d'à peu près 1905-1908. Gustav Gürchner était passionné, entre autres, par la mythologie nordique. Ce qui fait qu'il aimait beaucoup ajouter des motifs un petit peu danois ou des pays scandinaves. À une époque à laquelle tout le mobilier était soit noir, soit blanc, souvent, parce qu'il était une grande prouesse à l'époque avec Hofmann et Moser. Et Gürchner était un petit peu plus français, plus coloré, plus folklorique. Donc ça plaît plus aux Français, parce qu'il y a un petit peu plus de charme sans doute. Oscar Graf a longtemps hésité avant de se lancer et d'ouvrir une galerie. Il a même pensé devenir chef d'orchestre. Je n'étais pas sûr de vouloir faire ce métier et je m'étais dit je vais tenter le coup. Et quitte à tenter le coup pendant 1 ou 2 ans, autant être là où sont les gens. De sorte que si jamais ça ne marchait pas, je savais que ça ne marchait pas, même en étant dans un des meilleurs endroits. Et ça a bien marché. Et assez bien pour que je sache que je voulais en faire mon métier. Et donc je suis venu ici. Il ne faut pas se fier à son apparence juvénile. Oscar Graf a déjà tout d'un grand antiquaire, un goût sûr et une connaissance approfondie des meubles de sa galerie. Vous êtes sous le charme comme nous depuis 4 ans. Merci de nous avoir suivis. Merci aux amis très chers qui m'ont prêté ce jardin luxuriant et qui veulent rester dans l'anonymat. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook pour revoir cette émission. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. À la fin de l'hiver, chaque année, Menton voit jaune. La fête du citron a 80 ans. Son thème, le tour du monde en 80 jours, logique. Dans les années 1920, cette ville dans les Alpes-Maritimes est la première productrice de citron en Europe. Un hôtelier décide donc d'organiser une exposition sur les agrumes. Le succès est tel que l'année suivante, l'événement est couplé avec le carnaval. Depuis, ces chars sont fabriqués uniquement en citron avec quelques oranges. La production de ces fruits a beaucoup diminué ces dernières années. Mais la ville encourage les nouvelles plantations et tente d'obtenir un label pour les citrons de Menton.